Bonjour les troisième âmes, alors j'espère que vous allez tous bien. Alors quand je dis tous, c'est en tout cas ceux qui suivent le cours, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont un petit peu démobilisés là, après l'annonce du ministre par rapport aux épreuves de brevet. Et je vois là avec les vidéos que vous n'êtes pas hyper nombreux à les regarder. Donc je vais pas en parler très longtemps, puisqu'évidemment si vous m'écoutez c'est que vous continuez à faire votre travail sérieusement. Simplement je vais, déjà je vous félicite de le faire. Et puis je vais vous dire aussi que c'est vous qui avez raison, pour la simple et bonne raison que, alors il y en a même deux des bonnes raisons. La première c'est que effectivement il n'y aura pas d'épreuve de brevet. Mais vous l'avez entendu, ce sera fait sur le contrôle continu. Mais ça veut dire que dans ce contrôle continu, pour le troisième trimestre, alors même s'il n'y aura pas de notes pendant le confinement, l'assiduité en revanche va être prise en compte, et donc va même compter doublement puisqu'on aura peu de moyens de vous évaluer. Donc évidemment qu'il faut continuer, même si c'est un peu laborieux, il faut continuer de suivre les cours. Alors on essaye quand même d'alléger au maximum, mais c'est important que vous gardez un pied quand même dans le travail scolaire. Et puis l'autre très bonne raison, c'est que, c'est ça, moi je vous l'ai dit depuis le début de l'année, le brevet c'est effectivement un objectif pour cette année. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de vous préparer pour la suite. Et donc, tout ce qu'on continue à faire, c'est surtout pour vous préparer à la suite, et quelle que soit la voie que vous allez choisir. Alors évidemment que ce sera indispensable en seconde générale, mais vous allez en avoir besoin aussi si vous suivez des filières professionnelles. Donc, hyper important de rester mobilisé. Là, on va arriver en fin de semaine prochaine aux vacances. Moi, je ne vous donnerai rien à faire pendant les vacances, ou éventuellement quelque chose sur la base du volontariat, s'il y en a qui sont super motivés. Mais il me semble important que vous ayez quand même un temps pour vous reposer. On ne sait pas trop comment on va reprendre en mai, si on reprend de la même façon que ce qu'on est en train de faire ou si on se retrouve. Mais quoi qu'il en soit, prenez du temps pour vous pendant ces vacances de printemps. Alors voilà, pour aujourd'hui, on va corriger les exercices que vous aviez à faire, donc les 1, 4, 2 et 3 que je vous avais donné sur cette feuille-là. Je vous avais dit de lire un poème, mais on s'en occupera seulement la semaine prochaine, parce que je pense que là, il va y avoir déjà pas mal à faire. Je vais vous redonner pas mal d'explications, donc ce sera suffisant, je pense. Et on terminera la semaine prochaine avec 2 poèmes pour finir cette séquence sur la poésie engagée. Alors, ces exercices, on va les reprendre ici. Donc, le premier exercice, qui était le plus simple. Dans les phrases suivantes, identifiez la figure de style utilisée. Pour la première, évidemment, je crois que je vous l'avais donné en exemple dans le cours, vous avez ici une hyperbole. Il y a une exagération, je meurs de faim, bien sûr qu'on n'en est pas là. Donc, on a ici une hyperbole, c'est l'exemple typique. Il est rouge cerise. Ici, c'est une métaphore, puisqu'on a un comparé et un comparant. Vous avez la couleur de ce garçon, le il. Puis il a dû faire un effort, ou peut-être il a honte, il est gêné, enfin peu importe, mais en tout cas, il est en train de virer au rouge. Et on va comparer avec la couleur de la cerise. Simplement, ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'outil de comparaison. Il n'est pas rouge comme une cerise, il n'est pas semblable à la couleur d'une cerise, donc on n'a aucun outil de comparaison, c'est donc une métaphore. Comme je le dis toujours, telle mère, telle fille. Ici, parallélisme de construction évident, telle mère, telle fille, on voit bien exactement la même construction, ce qui permet justement une forme de comparaison, puisque en ayant exactement la même structure syntaxique, la même construction de phrase, on va forcément comparer les deux choses. Vous avez deux choses identiques, telles, et en plus le sens est aussi de dire que c'est identique, mais même s'il n'y avait pas ce mot-là,
le parallélisme dans sa construction invite quand même à opérer une comparaison. Telle mère, telle fille, ici on a, j'ai mis le symbole parallèle parce que vous voyez bien que c'est construit exactement de la même façon. Non, tu ne sortiras pas, non, tu n'inviteras pas tes amis, non, tu n'auras pas ton portable. Tu es puni, un point, c'est tout. Ici, vous avez 3 choses, l'accumulation, évidemment, avec l'insistance, on voit bien que, alors c'est rythmé par les virgules, par la construction aussi, on va en parler juste après, mais vous n'avez pas seulement une ou 2 interdictions, vous avez tu ne sortiras pas, tu n'inviteras pas tes amis, tu n'auras pas ton portable. Ici, 3 choses différentes qui s'accumulent, on a une accumulation. Une anaphore, alors je vais peut-être les mettre en couleur pour que vous puissiez les repérer plus facilement. Donc, accumulation. Alors je vais le souligner parce que sinon il va y en avoir beaucoup. Je vais essayer de prendre vaguement la même couleur. Ça doit être celle-ci. Hop. Donc voilà l'accumulation. L'anaphore, elle se situe bien sûr au début avec le non-tu, non-tu, non-tu. On pourrait même mettre la négation avec, puisqu'on voit bien ici qu'on est dans l'interdiction. Vous avez du coup, et on pourrait parler un peu de parallélisme, sauf que comme c'est au début, on a bien la même construction, mais comme c'est le début qui est répété, on va parler d'anaphore, mais ça y ressemble, qui permet là aussi une insistance. Et puis en plus, le mot qui est répété, c'est le non, donc on est bien dans la négation, dans l'interdiction. Donc cette anaphore, je pense que vous l'aviez repéré. Et puis, on a une gradation. Alors la gradation, c'est quand dans une accumulation, on va aller vers quelque chose de plus en plus important. C'est comme si c'était rangé, c'est classé dans l'ordre du plus petit au plus grand. Et ici, effectivement, dans les interdictions, on peut envisager une gradation entre ne pas sortir, ne pas inviter ses amis et ne pas avoir de portable. Plus ça va et plus les interdictions sont importantes. Tout ça, c'est un petit peu le point d'orgue, le point final, c'est tu es puni, un point c'est tout, qui résume un petit peu toutes ces interdictions. Ensuite, alors évidemment, là je vous donne juste la correction la plus simple. Si vous étiez en devoir, il faudrait rédiger et formuler correctement vos réponses. Et puis toutes les explications que là je vous donne à l'oral, il faudrait les donner, il faut expliquer quelles sont les figures de style, comment elles fonctionnent, et puis surtout à quoi elles servent, quel effet elles ont. Ce que moi je vous dis à l'oral ici, dans un devoir, il faudrait l'expliquer. Ensuite, c'est une adorable peste. On a ici ce qu'on appelle un oxymore. Et il se situe bien sûr entre adorable et peste. Vous avez ici, alors on pourrait parler d'antithèse, une opposition entre ces deux mots-là, mais comme ils sont associés dans la même expression, on va parler d'oxymore. Et attention, on dit bien un oxymore, c'est un mot masculin. L'oxymore, c'est l'association de 2 termes complètement opposés, adorable et peste, ici en l'occurrence. Et puis pour terminer, un chiasme, alors attention, on dit bien chiasme, c'est une figure de construction, c'est-à-dire que comme le parallélisme par exemple, c'est dans la syntaxe que ça va se passer, c'est la façon dont on construit la phrase. Alors là aussi bien sûr on va avoir un travail sur le sens des mots, parce qu'on ne va pas construire ça de cette façon-là juste pour le plaisir de faire un effet de style. C'est qu'on va chercher à rapprocher des termes particuliers. Et ici, alors le chiasme, c'est quand on a non pas un parallélisme, mais une symétrie. Je vais prendre... Là, vous avez ici, comme si on avait un plan symétrique. Si tu es rapide, rapide tu resteras. Vous avez évidemment, alors je crois que je l'ai mis après pour que ce soit un petit peu plus clair, voilà.
vous avez ici le chiasme, hein, avec cette symétrie rapide de chaque côté, hein, au plus près justement de l'axe de symétrie. Et puis, si tu es, tu resteras, qui est éloigné de chaque côté de l'axe de symétrie. Le chiasme, il est des fois plus facile à voir quand c'est versifié, c'est-à-dire que ça va amener une croix vraiment. Hein, si tu es rapide, rapide tu resteras, on rapproche ces deux termes-là et ceux-là. Vous verrez d'autres exemples hein, à d'autres moments, mais vous avez vraiment le chiasme, c'est une figure de symétrie, hein, ce qui fait qu'on va rapprocher vraiment les deux termes les plus près de l'axe de symétrie et les deux plus éloignés. Ça amène là aussi à faire une sorte un petit peu de comparaison parce que on va rapprocher des termes qui soit sont identiques, soit au contraire sont opposés, ça dépend ce qu'on veut mettre en valeur. Hein, le chiasme, on peut s'en servir aussi pour mettre en valeur une antithèse, hein, vraiment une opposition, c'est possible aussi. Donc voilà pour ce premier exercice. Et ensuite, je vous avais conseillé de faire le 4, qui est un petit peu moins difficile que les autres. Alors, il n'est pas très compliqué, par contre, c'est à vous d'inventer, donc ça a peut-être pu poser problème à certains. Je vais vous donner certaines corrections, enfin une possibilité, mais vous pouvez aussi avoir, d'ailleurs il y a plusieurs exemples en général, hein, parce que vous pouvez tout à fait avoir apporté des réponses tout à fait valables aussi. Donc on vous demande des figures de ressemblance, c'est-à-dire des figures d'analogie. Évidemment, la figure de ressemblance, ça va être la plus évidente, la comparaison et la métaphore, mais aussi la périphrase ou la personnification. Hein, éventuellement aussi l'allégorie hein, ou la métonymie. Métonymie, je vous redonne un petit peu l'explication, hein, c'est quand on va utiliser deux choses, alors j'en ai pas utilisé ici, mais deux choses qui sont liées par un rapport logique, on l'avait vu dans le poème, quand le cœur, il parlait de son cœur pour parler de lui tout entier, ça c'est une forme particulière de la métonymie qui s'appelle la synecdoque, puisque on reprend, c'est lié évidemment, il y a un rapport entre les deux, mais c'est la partie par le tout. Dans d'autres exemples de métonymie, je vous avais dit hein, par exemple les voiles sur un lac, évidemment c'est pas juste les voiles, c'est les bateaux en entier. On peut dire aussi par exemple la salle applaudit. Hein, la salle applaudit à tout rompre à la fin d'un spectacle. Évidemment, c'est pas la salle qui applaudit, c'est les gens qui sont dedans et qui applaudissent. Mais c'est une figure de style. On peut dire aussi, évidemment, avec un contenant et un contenu, quand on dit allons prendre un verre, bien sûr que ce qui nous intéresse, c'est pas le verre, mais c'est ce qu'il y aura dedans. Ça, c'est une métonymie aussi. Alors, ici, plus simple, hein, je me suis contentée de comparaison de métaphores et de personnification. On vous demandait de les utiliser seulement 2 fois chacune pour éviter de mettre une comparaison à chaque fois, parce qu'évidemment, c'est la plus facile. Hein, et on vous demandait de faire porter ces figures de style sur les mots en gras à chaque fois. Il s'avança dans la pièce, tout le monde le regardait. Donc là, ce sur quoi on veut jouer, c'est la façon dont il s'avance. Ça veut dire que c'est une façon particulière. Exemple avec une comparaison, il s'avança comme un train lancé à pleine vitesse, ou si on enlève l'outil de comparaison, de métaphore, il déboula ou il courut, il s'élança, on peut reprendre il s'avança, hein, dans la pièce, à la vitesse d'un train lancé à pleine vitesse. Là, on n'a plus d'outil de comparaison, c'est une métaphore. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une explication au fait que tout le monde le regarde. Hein. Donc voilà, sur la façon dont il s'avance, c'est qu'il arrive vite ou avec beaucoup de bruit, ou éventuellement avec une certaine fierté. Hein. Il se rua dans la pièce avec la fierté d'un cheval de parade. Là, on rajoute une métaphore. Alors évidemment, il fallait les modifier, ces phrases. Hein. C'était indiqué dans la consigne. À partir du moment où vous rajoutez une figure de style, il va falloir modifier un peu la phrase et rajouter des choses. Donc voilà pour cette première phrase. Deuxième, elle admirait son nez. Alors on ne sait pas le nez de qui, on ne sait pas non plus pourquoi, donc on va essayer d'inventer. Des métaphores possibles, elle admirait son nez de Cyrano. Alors ça c'est une expression figée. Cyrano c'est un personnage de théâtre et qui est dans une pièce hein,
donc la pièce c'est Cyrano de Bergerac, le personnage qui donne son nom à la pièce. C'est une pièce d'Edmond Rostand de la fin du 19e siècle, et c'est une pièce qui est très connue, qui est souvent travaillée au collège d'ailleurs. Et ce personnage, Cyrano, il a un nez immense. Il a été joué plusieurs fois par Gérard Depardieu, qui déjà a un nez conséquent, mais qui en plus utilisait une prothèse pour justement... Alors en général, quand c'est représenté sur scène au théâtre, vous avez effectivement une prothèse qui est utilisée pour faire un nez énorme. Donc, ici une métaphore, elle admirait son nez de Cyrano, puisque évidemment c'est pas celui de Cyrano, mais c'est un nez comme celui de Cyrano, sauf qu'on enlève l'outil de comparaison. Même chose avec l'exemple suivant. Elle admirait le promontoire sur lequel étaient posées ses lunettes. Donc là, je rajoute un peu pour expliquer l'idée de promontoire. Comme s'il avait un nez vraiment imposant, comme un promontoire, et les lunettes posées par-dessus. Une personnification. Elle admirait son nez qui regardait le ciel, comme on pourrait dire par exemple d'un petit nez en trompette ou quelque chose comme ça. Et là, bien sûr, c'est une personnification puisque vous allez donner des qualités humaines, une action humaine normalement, à quelque chose qui ne l'est pas, ou en tout cas pas indépendamment. Donc c'est une personnification. Voilà pour cette deuxième phrase. La troisième, nous regardions attentivement ce couple. Nous regardions attentivement ces tourtereaux, on imagine un couple très amoureux, enlacé. Ici c'est une métaphore parce que les tourtereaux, c'est quand même, on parle justement des oiseaux, des volatiles, donc évidemment que là on n'est pas en train de parler des oiseaux, mais d'un couple tellement amoureux qu'ils se comporteraient comme des tourtereaux. Là aussi c'est une expression figée. On utilise cette métaphore parce que ce sont des oiseaux qui sont fidèles tout au long de leur vie, ce qui n'est pas si fréquent, surtout dans le règne animal. Donc ils sont devenus un peu le symbole des amoureux. Même chose aussi pour les inséparables. Alors ça, si je ne me trompe pas, ce sont des oiseaux, ce sont des perroquets. Et pareil, qui sont fidèles toute leur vie et qui sont tout le temps ensemble, d'où leur nom d'inséparables. Nous regardions ce couple unis comme des inséparables. Là, cette fois, on a remis l'outil de comparaison. Donc c'est bien une comparaison et plus une métaphore. Quatrième phrase, il buvait un café délicieux. Alors là, pas évident, d'ajouter une figure de style. Alors évidemment, on pourrait reprendre une comparaison toute simple, délicieux comme, etc., quelque chose qui vous parle particulièrement, mais j'ai essayé d'utiliser autre chose, et donc une personnification. Il buvait un café si délicieux qu'il le réconfortait. Normalement, ça aussi c'est une action humaine. Cinquième phrase, la jeune femme rêvait, le regard dans le vague. La jeune femme, dont le regard était celui d'une enfant perdue, rêvait. Ça porte bien sur la jeune femme, même si je me sers du regard dans le vague, mais une jeune femme comme une enfant perdue, il n'y a pas d'outil de comparaison, c'est une métaphore. Et puis le dernier, cette musique est agréable. Personnification, là aussi. L'idée c'était de varier puisqu'on vous demandait de ne pas en prendre plus de 2 à chaque fois. Cette musique dont les vagues me caressent la peau est agréable. Là encore, une action qui est censée être humaine et qu'on attribue à quelque chose qui ne l'est pas. Ça demande un petit peu d'imagination là pour pouvoir attribuer une figure de style à cet adjectif agréable. Donc vous avez sans doute eu d'autres exemples, d'autres réponses tout à fait justes. Si vous avez un doute sur une de vos réponses, vous pouvez me poser la question, comme je vous le disais la dernière fois, soit en commentaire de vidéo, soit sur le forum de votre classe dans l'ENT, ou éventuellement, si vous ne voulez pas le faire de façon publique, vous m'envoyez un message sur l'ENT. Voilà pour ce deuxième exercice. Donc, vous mettez pause, c'est évidemment si vous avez besoin de temps pour prendre la correction. Moi, je vais passer tout de suite
à l'exercice 2, où vous aviez des extraits, alors de poèmes ou de pièces de théâtre. Je vous disais, souvent, les figures de style, on va en trouver énormément dans la poésie et pas mal dans le théâtre, parce que ce sont des textes versifiés sur lesquels on va beaucoup travailler. Alors non pas qu'on ne travaille pas sur le roman, faudrait à l'occasion qu'on travaille sur les brouillons d'écrivains pour que vous vous en rendiez compte, mais c'est des textes qui sont souvent plus courts, et donc on va trouver d'autant plus de travail stylistique sur la poésie ou le théâtre. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Un extrait de Demain dès l'aube de Victor Hugo, que vous avez peut-être bien appris dans les années précédentes, c'est fort possible. La figure de style la plus évidente, c'est le parallélisme, que vous avez ici, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Alors, difficile de parler d'anaphore puisqu'il n'y en a qu'une, enfin il s'est répété qu'une seule fois. En revanche, le parallélisme est évident puisque vous avez, alors je vais peut-être même le compléter, vous avez bien évidemment la structure tout entière qui est répétée, mais vous avez aussi les verbes de perception qui sont un peu dans la négation, qui sont ici privatifs, sans rien voir, sans entendre, et vous avez à chaque fois donc la négation sans rien ou sans aucun. Ça aussi, la structure négative est répétée. Le verbe de perception, qui n'est pas le même, mais on voit bien justement, alors ça explique ce qu'il dit juste avant, et à l'opposé, ce qui se passe autour de lui, au dehors. Le bruit, évidemment, ça viendrait de l'extérieur. Ça reprend ce parallélisme, il explique justement, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, c'est-à-dire complètement concentré sur ce qui se passe dans sa tête, et donc complètement fermé au monde extérieur, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Donc ici, tout ça s'est mis en valeur par le parallélisme. Ensuite, deuxième phrase, très très connue aussi, c'est vers, alors là on est dans le théâtre, la pièce Le Cid de Corneille. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Ce sont les mots célèbres d'un personnage âgé qui se lamente de voir justement que c'est à la fin de sa vie qu'il va lui arriver les pires choses, notamment à cause des querelles entre deux jeunes gens. Alors je ne vais pas vous faire le résumé de toute la pièce ici parce que ça prendrait trop de temps, mais on va se concentrer sur la figure de style. Il y en a deux. Évidemment, la plus évidente, que vous avez sûrement repérée, c'est l'anaphore. Avec le O répété à chaque début d'exclamation. Et puis, vous avez une gradation. Alors cette gradation, on va l'expliquer parce qu'en fait, elle est multiple. Vous voyez bien ici qu'on a trois choses différentes et même on pourrait rajouter, et je vais le faire tout de suite. Alors je vais vous l'expliquer d'abord et puis je vais le rajouter après. Il y a le sens, évidemment, la rage, le désespoir, la vieillesse ennemie, le fait d'être vieux et d'être dans l'opposition, d'être mis en difficulté au moment de cette vieillesse, ça justement, ça lui pose problème. Et là, c'est de pire en pire. Gradation, on va vers un sens, ou pas seulement le sens d'ailleurs, mais quelque chose de plus en plus fort. Donc, d'abord, dans le sens, la signification, c'est-à-dire que c'est de plus en plus important. Mais c'est aussi, bien évidemment, dans la construction, puisque vous avez un mot d'une seule syllabe, rage, un mot désespoir de 3 syllabes, et vieillesse ennemie de 5 syllabes, je ne me trompe pas, vieillesse ennemie, ouais c'est ça, 5 syllabes. Donc
la gradation, elle se fait aussi dans la forme, la construction, où on a des mots de plus en plus longs. Et donc, ça va apporter du rythme et ça va apporter de plus en plus de poids à ce qui est dit. Cette gradation, et c'est souvent le cas d'ailleurs, il y a le sens, mais aussi la construction. Donc, on va le rajouter ici. Mais aussi dans la longueur des mots. C'est de plus en plus long, évidemment. De plus en plus long, et donc ça insiste sur le fait que c'est de plus en plus important. Et du coup, je décale. Voilà, c'est l'anaphore qui est en vert. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Sinon, vous revenez en arrière pour reprendre les explications. Ensuite, un extrait d'un poème d'Apollinaire. Le pré est vénéneux mais joli en automne. Et là, vous avez bien évidemment une antithèse entre vénéneux et joli. Vénéneux, ça veut dire quelque chose qui est du poison. Alors attention à ne pas confondre avec venimeux, même si on parle aussi d'une forme de poison, mais venimeux, c'est par exemple un serpent qui va mordre pour distiller son poison, alors que vénéneux, ça peut être en le mangeant, ça peut être juste en le touchant, et là on parle sans doute, par exemple, qu'en général ce qui est vénéneux, c'est souvent les champignons, et comme on est en automne, ce serait fort possible. Donc le pré est vénéneux mais joli. Alors c'est bien une antithèse, presque un oxymore, puisque les deux qualifient le pré, mais c'est pas tout à fait un oxymore puisqu'on a quand même la conjonction de coordination entre les deux. Donc si on chipote un peu, on va quand même préférer le terme d'antithèse. Évidemment, entre vénéneux mais joli. Là où ça pourrait être un oxymore, c'est parce que tous les deux qualifient le pré. Mais on préférera pour l'oxymore quand c'est vraiment associé dans la même expression. Je vous avais dit par exemple cette obscure clarté qui tombe des étoiles, là aussi qui est un extrait de poème, mais obscur ça veut dire sombre, clarté c'est tout l'inverse, et pourtant on l'associe. Et puis pour terminer, là aussi un texte que vous avez sûrement appris quand vous étiez plus petit, un extrait du Dormeur du Val de Rimbaud. Nature berce le chaudement, il a froid. Deux figures de style ici, donc une antithèse, encore, quelque chose qui est assez facile à voir évidemment entre chaudement et froid. On est dans le même vers et on a cette opposition entre chaudement et froid. Là en revanche c'est tout à fait logique, on ne parle pas de la même chose. On demande justement le personnage qu'on croit d'abord endormi dans le pré, et on se rend compte à la fin qu'en fait il est mort. C'est un poème à chute, le Dormeur du Val. Il a froid et donc le poète demande à la nature de le bercer, de le réchauffer pour contrer ce froid. Donc c'est antithèse et pas du tout oxymore là pour le coup. Et puis évidemment une autre figure de style qui est ici la personnification, puisqu'on demande à la nature de le bercer. Et normalement, pour bercer, il faut des bras, il faut pouvoir tenir. Alors souvent on pense à un bébé, mais pas seulement. Donc on associe ici des possibilités, des qualités humaines à la nature. C'est une personnification. En berçant ce personnage, elle agirait comme un humain. Voilà pour cet exercice-là. Et il nous reste le dernier, mais pas des moindres, last but not least, comme on dirait en anglais. On a des fois dans les différentes langues les mêmes les expressions figées. Donc ici, on va le prendre extrait par extrait. Vous avez des extraits du texte d'Émile Zola, J'accuse, qui est un texte très connu, notamment pour ses figures de style, mais pas seulement.
Alors vous avez dû en entendre parler ces derniers temps puisque cette histoire-là a été reprise par Roman Polanski dans son film J'accuse, qui parle justement de l'affaire Dreyfus. On en a beaucoup entendu parler puisque ça a fait beaucoup de vagues et avec raison puisque Polanski a obtenu une distinction pour son film en tant que meilleur réalisateur. Or, il est accusé en même temps d'actes pédophiles, donc forcément ça fait polémique, mais là ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, donc je ferme la parenthèse, mais c'est pour ça que peut-être vous avez entendu ce nom-là vous dit quelque chose, mais au départ J'accuse, c'est un texte d'Émile Zola, donc on est là au 19e siècle, et Émile Zola, c'est un auteur, un naturaliste très connu, qui à ce moment-là prend à la plume, qui écrit un article dans son journal qui s'appelle L'Aurore, et ce texte s'appelle J'accuse, parce qu'il prend la défense du capitaine Dreyfus, qui est accusé et condamné de trahison. En fait, c'est un énorme coup monté, il est vraiment victime d'une machination, et simplement c'est la victime idéale parce qu'il est juif, et donc on se dit que personne n'ira le défendre. Donc on peut l'accuser de tout un tas de choses, et très peu vont prendre sa défense. Zola va être le premier à le faire publiquement, et comme c'est quelqu'un de très respecté, ça va faire des vagues, évidemment. Donc on est fin 19e, début 20e, Émile Zola qui va jouer de sa notoriété pour prendre sa défense. Et ce texte, J'accuse, est un texte long et très fort, et dans lequel il y a énormément de figures de style, parce que c'est une forme de discours. Les figures de style, je vous parlais de poésie au théâtre, mais évidemment que c'est très utilisé dans le discours, et notamment les figures de construction, parce que quand on a un texte à l'oral, il faut trouver un moyen de maintenir l'attention de l'auditeur, et notamment les figures de construction sont un moyen de rythmer et de structurer un texte. Alors, on va les prendre extrait par extrait avec, premièrement, l'extrait A. Dreyfus sait plusieurs langues. Crime. On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant. Crime. Il va parfois dans son pays d'origine. Crime. Il est laborieux, il a le souci de tout savoir. Crime. Il ne se trouble pas. Crime. Il se trouble. Crime. Donc ici, vous avez beaucoup de figures de style, à commencer bien sûr par l'énumération ou accumulation, parce que là ça va être difficile de faire la différence, mais dans une même phrase, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions différentes, donc on a bien une accumulation. Et on pourrait dire peut-être plutôt énumération, parce que chacune d'elles est vraiment importante. En revanche, on peut parler d'accumulation parce que ce que Zola cherche à faire ici, c'est vraiment d'en accumuler un certain nombre pour montrer justement que, en fait, quoi qu'il fasse, il va être accusé. Pour mettre ça en valeur, il y a évidemment le parallélisme. On a la construction systématique, on a une proposition, virgule, crime. Et quelle que soit la proposition qui est au début, ça va être considéré comme un crime pour tout ce dont on va l'accuser. Donc ici, le parallélisme montre justement une sorte de rengaine un petit peu, c'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça va toujours se terminer de la même façon, c'est qu'on va l'accuser. Et on va considérer que c'est un crime parce que ça vient de lui et parce que c'est le coupable idéal. Et d'ailleurs, vous avez une opposition systématique entre la proposition, qui est toujours quelque chose de très positif, donc Dreyfus sait plusieurs langues, ça veut dire qu'il est capable de parler plusieurs langues, ce qui est quelque chose de très bien, mais on en fait un crime. On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant, donc normalement il devrait être blanchi, puisque justement on n'a trouvé aucune preuve de sa culpabilité, mais on en fait quand même un crime. Il va parfois dans son pays d'origine, ce qui n'a absolument rien de condamnable, on considère ça comme un crime.
il est laborieux, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, il a le souci de tout savoir, ce qui est plutôt des qualités, hein, puisqu'il veut faire son travail le mieux possible, on considère ça comme un crime. Il ne se trouble pas, on dit que c'est un crime, il se trouble, on dit aussi que c'est un crime. Donc à chaque fois, vous avez une antithèse entre... Donc je vais remettre avec les mêmes couleurs qu'avant, mais là je ne vais pas tout reprendre, sinon on va colorier tout le texte. Mais à chaque fois, vous avez bien vu, antithèse. On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant, c'est peut-être celle-là la plus évidente. C'est censé le blanchir, et ben non, on associe ça à un crime. Donc, on est bien dans l'opposition et dans l'antithèse. Vous avez vu aussi dans la structure la répétition finale du mot crime. Alors, ça ressemble à une anaphore, sauf que c'est pas au début, mais c'est à la fin de chaque proposition. Donc on appelle ça une épiphore. Alors je l'ai mis entre parenthèses parce que si vous ne le retenez pas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir le repérer et de voir justement que ça structure le texte, puisqu'on a l'impression que ça pourrait continuer éternellement. De toute façon, quoi qu'il fasse, ça finira par être vu comme un crime. Épiphore, vous savez que le préfixe épi, ça désigne ce qui vient en dernier. Par exemple, à la fin d'un texte, si on rajoute une petite explication pour, par exemple, donner des nouvelles des personnages, on va dire que c'est un épilogue. C'est ce qui vient à la fin, le discours qui vient à la fin. Épiphore, c'est dans la structure, à l'inverse de l'anaphore qui serait au début. Là, c'est à la fin, donc épiphore. Et puis, une autre antithèse qui montre justement l'aberration, il finit par ça, et c'est pour souligner l'aberration de tout ce qu'on lui reproche, puisque deux choses opposées, puisque là on a une négation qui n'est plus ici, les deux sont un crime. Donc de toute façon, Dreyfus, quoi qu'il fasse, il va être coupable, ou en tout cas il va être accusé. Voilà pour ce texte. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a des choses assez évidentes, d'autres un petit peu moins, mais quand on le décortique, je pense que vous comprenez tout. Deuxième extrait, plus rapide. À Paris, la vérité marchait irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu éclata. Alors, premièrement, vous avez vu une figure de style ici, la vérité marchait irrésistible. Vous avez sans doute vu une personnification. Effectivement, la vérité elle-même ne peut pas marcher. On lui attribue des qualités humaines. Mais ici, on va parler d'allégorie parce que c'est une représentation de quelque chose d'inanimé, d'un concept, d'une valeur, on pourrait dire. Donc on appelle ça une allégorie, c'est une forme de personnification. L'allégorie, par exemple, l'allégorie de la justice, c'est une femme avec les yeux bandés et une balance, qui sert un peu de balance avec quelque chose dans chaque main, pour montrer justement la justice qui pèse le pour et le contre avant de trancher. L'allégorie peut-être la plus connue, c'est la mort. La mort, c'est un peu un concept, c'est quelque chose d'abstrait. Et pourtant, on la représente par la faucheuse, cette espèce de personnage très sombre qui tient une faux, symbole justement de celle qui vient couper le fil de la vie, comme si c'était une représentation de la mort, une allégorie. Ici, la vérité marchait irrésistible, ça lui donne vraiment un corps. Et on a l'impression qu'elle avance, que rien ne pourra l'arrêter, justement parce que petit à petit, il y a des voix qui s'élèvent pour défendre Dreyfus et pour montrer qu'il est victime d'un complot, d'une machination, parce qu'aussi c'est un capitaine, donc on est dans l'armée française, et il est très bon, il est fiable, et il avance un peu trop au goût de certains, c'est-à-dire que il a un grade élevé, et il y en a que ça dérange. Donc c'est pour ça qu'on veut en faire un coupable.
Et puis, autre figure de style, ici, la métaphore, l'orage éclata. Évidemment, on ne parle pas d'un vrai orage, mais de tout le scandale qui va pouvoir éclater quand on aura fait certaines révélations sur l'affaire Dreyfus. On sait de quelle façon l'orage attendu éclata, justement, c'est une fois que toute cette machination va être révélée. Voilà, je pense que là-dessus, c'est relativement clair. Alors l'extrait est court, il n'y a que 2 figures de style à expliquer, mais vu la phrase, c'est déjà pas mal. Et le dernier, en revanche, plus conséquent. Donc, j'accuse le lieutenant-colonel Dupaty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. Alors, pas mal de choses ici, et peut-être celle que vous avez vue en premier, pardon, je voudrais tout avoir mais je peux pas, donc on va le prendre comme ça, c'est l'anaphore. L'anaphore avec le terme j'accuse, alors vous allez me dire ici il n'y en a que 2, c'est peut-être un peu abusé de parler d'anaphore, sauf que c'est parce que c'est un extrait. En fait, le texte tout entier est construit comme ça, avec au début de chaque paragraphe j'accuse. D'où le titre, qui s'appelle, ce texte s'appelle J'accuse, et c'est comme ça qu'il a été très connu lors de sa publication et encore aujourd'hui. Donc c'est bien une anaphore, puisque là on la voit que 2 fois, mais en vrai elle y est beaucoup plus que ça. Évidemment, cette anaphore, elle permet de structurer tout le texte, elle lui donne plus de rythme, plus de poids. C'est un procédé d'insistance, évidemment, qui est très utilisé dans le discours, l'anaphore, parce que ça permet justement, c'est un peu un repère, comme le ferait par exemple un titre, c'est-à-dire que là visuellement on voit bien qu'on change de paragraphe, mais un discours quand vous l'entendez, il faut des repères pour savoir où on en est. Et l'anaphore permet justement de montrer que on change de paragraphe, on reprend une nouvelle idée, et donc ça permet de structurer un texte, et principalement un discours. Les hyperboles, il y a effectivement des exagérations avec l'ouvrier diabolique, parce que ici il est associé au diable, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est parce que justement Zola l'accuse de machination et d'avoir fait exprès, évidemment, donc il parle justement des machinations les plus saugrenues et les plus coupables. On va le voir après, il y a autre chose évidemment là-dedans. Donc ça peut paraître exagéré. Et puis, ce qui est peut-être plus évident, c'est une des plus grandes iniquités du siècle. Alors, iniquité, c'est l'inverse, peut-être c'est un mot que vous connaissez pas très bien, mais c'est l'inverse d'équité. Quand on dit l'équité, vous connaissez peut-être plus l'adjectif. Équitable, ça veut dire justement que c'est bien dosé, c'est-à-dire que si on répartit les choses, c'est fait de façon équitable. Vous partagez un gâteau, chacun a une part de la même taille, c'est équitable, c'est-à-dire que on fait en sorte que ce soit juste. Iniquité, c'est évidemment l'inverse. Et donc ici, c'est parce qu'il parle de l'injustice dont est victime Dreyfus. Et là, il accuse le général Mercier d'en être complice. Une des plus grandes iniquités du siècle. Alors vous allez me dire, ouais, mais il exagère pas tant que ça, parce qu'effectivement, c'est une vraie et grosse iniquité. Maintenant, c'est le tout début du XXe siècle, donc parler d'une des plus grandes iniquités du siècle, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on peut voir ici une hyperbole, parce qu'en plus il va y en avoir bien d'autres, donc c'est pas évident, enfin on voit quand même une exagération ici. Ce qui va être aussi très intéressant à expliquer, ce sont toutes les concessions ironiques. Alors plusieurs choses à expliquer ici, l'antiphrase,
l'ironie, on va parler justement d'un procédé qui s'appelle l'antiphrase. L'ironie, vous savez que en général, c'est quand on va critiquer quelque chose en faisant rire en même temps, en se moquant. Très souvent, c'est fait par de l'antiphrase, c'est-à-dire qu'on dit le contraire de ce qu'on veut dire, mais tout le monde le comprend bien, c'est fait exprès. Et c'est fait aussi pour faire rire. Donc c'est une attaque qui est plus ou moins directe, mais elle est d'autant plus cruelle parce qu'elle va provoquer le rire, la moquerie, en plus de la critique. Donc évidemment que ça décrédibilise complètement celui qui en est la cible. Ici, dans chaque paragraphe, il y a justement de l'antiphrase. Ici, en inconscient, je veux le croire. Donc, il accuse le lieutenant-colonel d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, c'est-à-dire d'avoir été celui qui a rendu possible cette erreur judiciaire. Et non seulement qu'il a rendu possible, mais même qu'il a construit. Un ouvrier, c'est ça. C'est celui, justement, qui va assembler les pièces pour construire un mécanisme ou quelque chose. Là, c'est lui. Alors, c'est peut-être pas le commanditaire, c'est peut-être pas lui qui l'a voulu au départ, mais c'est celui qui a assemblé toutes les pièces pour pouvoir condamner injustement Dreyfus. En inconscient, je veux le croire. Ça, c'est de l'ironie et c'est complètement de l'antiphrase. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment Zola veut croire que le lieutenant-colonel ne l'a pas fait exprès, qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait? A priori, il veut pas le croire. Et ici, justement, c'est rabaisser en quelque sorte le lieutenant-colonel parce qu'il aurait exécuté des ordres sans même comprendre ce qu'il faisait. C'est plus un renforcement en fait de sa culpabilité. C'est pas une vraie façon de le dédouaner. La concession, c'est ça normalement. Mais souvent c'est un mécanisme argumentatif. C'est-à-dire qu'on fait une concession pour faire croire que on va être d'accord avec celui qu'on cherche à convaincre, pour en tout cas l'amadouer, mais au final, on reste bien toujours sur son idée. Là, c'est ça. C'est une forme de concession. D'accord, je veux bien croire qu'il ne l'ait pas fait exprès, mais en fait, il est quand même coupable. Et là, justement, c'est ça. Et l'ironie, elle est encore plus visible ici, parce que pour le coup, c'est une attaque directe. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. En gros, c'est parce qu'il est un peu faible, voire un peu bête, qu'en tout cas il a plié, c'est-à-dire qu'il a accepté de faire ça. Au moins ça peut être ça, mais sans doute qu'en fait il est bien plus coupable que ça. Mais c'est une façon un peu d'atténuer sa culpabilité, mais en fait c'est en même temps une façon de le montrer encore plus bête qu'il n'est. Donc bien sûr on est dans l'attaque indirecte, et dans la moquerie, donc on reste vraiment dans l'accusation. Il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Donc, peut-être vous avez il y a quelques autres petites figures de style, il y a des choses, là c'est vraiment les plus évidentes et les plus importantes, il y en a déjà pas mal. Et si vous êtes capable d'expliquer ça sur un extrait comme ça, c'est déjà bien. Alors voilà pour le moment. La correction de ces exercices. Donc vous aviez cela à faire. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner sur les autres. Moi, ce que je vais vous demander de faire à la suite de ça, c'est bien évidemment d'apprendre cette leçon, de réviser le plus possible en reprenant les exercices. Et je vous demanderai la semaine prochaine, mardi, de faire un petit quiz, les quiz en ligne sur Cuisinière, donc vous avez déjà dû, je pense, avec d'autres professeurs, vous rendre sur ce site-là qui vous permet de faire une sorte de petit contrôle, en fait, ça porte un autre nom, mais c'est la même chose, en tout cas, de pouvoir vous situer par rapport à vos connaissances. Et donc, vous avez un retour direct
de votre travail, ce qui va être important ici. Donc révisez bien pour la semaine prochaine, apprenez cette leçon pour que vous la maîtrisiez le mieux possible. Ça c'est un exemple typique. Bien sûr que ça vous aurait été très utile pour une épreuve de brevet, mais ça vous le sera encore plus pour les années suivantes. Bien sûr que vous allez avoir besoin de maîtriser toutes ces figures de style, notamment pour travailler par exemple sur le commentaire littéraire, le commentaire de texte que vous travaillerez au lycée. Pour des analyses de texte, même si vous êtes en voie professionnelle, ce sera tout autant utile. Donc voilà pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. Le texte que vous aviez à lire, on le reprendra en fin de semaine prochaine avec un autre petit poème pour terminer cette séquence-là. Donc révisez bien, mais passez surtout un très bon week-end, profitez du beau temps et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée!